Avec Renault Sport Trophy Magazine, vous avez plongé de Spa-Francorchamps à RS de la Frontera au cœur de la vie des équipes qui ont engagé les RS01 dans cette nouvelle discipline. Retrouvez dans ce best-of l'ambiance des coulisses d'une première saison qui a tenu toutes ses promesses. En développant la RS01 et en lançant dans la foulée le Renault Sport Trophy, la marque Losange montre une nouvelle fois son attachement à la compétition de haut niveau. Patrice Ratti, directeur général de Renault Sport Technologies, revient sur les points forts de ce nouveau trophée. On a voulu faire une voiture très performante en alliant toute la technologie des formules Renault en fait, des monoplaces, monocoque carbone, des suspensions très affûtées et un design qui est un design de concept car. Et là on a utilisé tout le savoir-faire de Renault Sport d'optimiser le rapport performance-coût. On a une voiture qui coûte beaucoup moins cher qu'une GT3 par exemple, tout en étant beaucoup plus performante. On a aujourd'hui sur le plateau environ un tiers des pilotes qui viennent de la monoplace, que ce soit la Formule Renault, la Formule 3 ou d'autres catégories, et puis les 2 tiers de pilotes qui ont fait de la GT ou du Grand Tourisme en général. Certains sont des anciens de la Mégane Trophy. Salut à tous, bienvenue à Spa-Francorchamps pour la première manche du Renault Sport Trophy. Ce week-end, vous êtes avec nous, le V8 Racing Team, c'est parti. Tout au long de la saison, vous découvrirez les secrets de la RS01. Pour tout vous expliquer, ils seront 2, un ingénieur Renault Sport Technologies et un pilote de Formule 1. On commence avec Julien Géhan et Max Verstappen qui vont nous parler aérodynamisme, freinage et embrayage. C'est parti, c'est vraiment super de pouvoir démarrer sans embrayage. Alors en effet, la voiture n'est pas équipée d'une commande d'embrayage. Néanmoins, un embrayage est présent dans la voiture, mais il est de type centrifuge, donc on n'a pas besoin de commande pour l'utiliser. Ça a multiples avantages, donc pour diminuer les coûts principalement, mais aussi empêcher les fausses manœuvres et les éventuelles surchauffes d'embrayage. Nous arrivons à l'eau rouge, l'un des virages les plus compliqués du monde. On sent qu'il y a beaucoup de grippe dans la montée. Ici, la voiture semble vraiment légère, c'est une super sensation. Effectivement, nous avons voulu la voiture avec un niveau de charge aérodynamique élevé, autant pour la performance que pour la stabilité en grande courbe. Donc, sur un circuit comme Spa, avec l'eau rouge notamment, la stabilité est impérative pour pouvoir passer ce virage rapidement. On notera quand même que les pilotes vont sortir environ 250 km/h de l'eau rouge. Donc pour atteindre cette stabilité, 2 éléments principaux que je peux détailler. L'aileron arrière imposant et qui est réglable pour les équipes pour pouvoir ajuster la balance aérodynamique de la voiture. Et le fond plat a été dessiné d'une manière spécifique à ce que la charge aérodynamique qu'il développe soit assez constante, peu importe les mouvements de la voiture. Ici, c'est la vitesse la plus élevée que l'on atteint avec la voiture. Et là, on freine à 100 mètres. Un freinage impressionnant. Ça ressemble aux sensations d'une Formule 1 dans ce virage. La voiture a une puissance de freinage assez remarquable. On peut atteindre des décélérations jusqu'à 3G, qui est assez énorme pour ce type de voiture. C'est tout ceci grâce au frein carbone et au système ABS développé spécifiquement pour cette voiture. On se base sur 4 disques de carbone identiques avant-arrière, pour aussi diminuer les coûts de saison. Ces disques sont à la fois endurants pour faire des courses de plusieurs heures, mais aussi pour atteindre ces décélérations assez incroyables. Le pilote est en mesure de régler au volant l'ABS pour le niveau d'assistance qu'il souhaite, que ce soit pour la pluie ou pour le sec. Et il peut également gérer la répartition de freinage avant-arrière, si celle-ci peut varier d'un pilote à l'autre, notamment quand ils vont faire des relais sur les courses d'endurance. Hello, my name is Francesco Pastorelli. Bonjour, mon nom est Francesco Pastorelli, Team V8 Racing. Vous êtes les bienvenus, je vais vous faire un petit tour et vous présenter les membres de l'équipe. Nous sommes en train de préparer les voitures pour la première course. La première course de la saison, la course d'endurance. Ça, c'est la voiture de Max Brams et Roy Geerts. Ça, c'est notre deuxième voiture, pilotée par Niki Pastorelli et Diederik Seithoff.
Et là, c'est la numéro 45, notre troisième voiture, un équipage italien, Federico Leo et Stefano Constantini. Le team est basé en Hollande, nous sommes nouveaux en World Series, nous n'avons jamais participé à un meeting auparavant, mais ça nous plaît vraiment. Il y a un maximum de 11 personnes autorisées et nous en utilisons le plus possible. Là, ce sont deux de nos mécaniciens avec le mécanicien en chef, Renato. Il est italien. Nous avons beaucoup de nationalités dans l'équipe. Ici, c'est Marc, il est hollandais. Maintenant, nous allons voir derrière le box. C'est là que travaillent les ingénieurs. Ils peuvent suivre toute la course. On a 2 ingénieurs pour 3 voitures et ils travaillent tous ensemble. Nous devons garder les voitures en un seul morceau, c'est la première chose. Ensuite, nous verrons ce qui arrive. C'est une course longue, tout peut arriver. Placées respectivement 3e et 4e, les voitures numéro 4 et 5 du team ont un coup à jouer au départ. Mais devant, la lutte s'engage immédiatement entre Nicolo et Richard. Diedrich Saitov, lui, est à la lutte pour le podium. Le pilote V8 Racing se fait dépasser par Dario Capitano dans le premier tour. La première partie de course n'a pas été très spectaculaire, mais nous sommes 4e, 5e et 6e, c'est pas mal pour une première course. Alors qu'ils étaient encore en course pour un top 5, la malchance s'abat sur 2 des voitures du V8 Racing Team, celle de Niki Pastorelli et Diedrich Saitov, ainsi que celle de Roy Geerts et Max Brahms. Même l'équipage Constantini Léo va connaître des soucis et rentrer au stand avant le drapeau à damier. Au terme de ces 70 premières minutes de course, la RS01 numéro 3 de Dontje Fron se classe 5e derrière Wolfgang Reip et Sarah Bovi. Le podium se compose de Pizzitola Gonda 3e derrière Bacchetta Nalio et Fumanelli Capitano qui signent leur première victoire de l'année. Le départ est loin d'être aussi discipliné que lors de la course d'endurance. Ça se bouscule et ça tape. Stefano Constantini percute son coéquipier Max Brahms et sème la pagaille dans le peloton. Plusieurs voitures sont hors course. Diedrich Saitov et sa RS01 numéro 4 en profitent pour prendre les commandes. La bataille s'engage alors avec Tony Fron pour la victoire. Devant, ce n'est pas terminé. Saitov se bat jusqu'au bout et redore le blason du V8 Racing Team. C'est une super sensation. Gagner une course, c'est toujours génial. C'est ce qu'il pouvait arriver de mieux maintenant. Une bonne équipe, du bon boulot, tout a été parfait.
Bienvenue à Budapest pour la deuxième manche du Renault Sport Trophy. Suivez-nous ce week-end, nous sommes le team Zelle Racing. Le Hungaroring est surnommé le tourniquet. À l'opposé d'un circuit rapide comme Spa-Francorchamps, le moteur doit pourtant être tout aussi performant. Il a notamment pour particularité d'être totalement géré de manière électronique. Alors, pour tout comprendre, Guillaume Fouquet, ingénieur Renault Sport, et Antonio Félix d'Acosta nous détaillent les spécificités de cette bête cachée à l'arrière de la RS01. Nous sommes sur le circuit du Hungaroring et on va partir faire un tour avec les RS01 et on va se concentrer sur le moteur. La RS01 est équipée d'un V6, 3 litres 8. C'est un biturbo issu de la Nissan GT-R. On a travaillé en collaboration avec Nismo et puis donc Gibson pour l'exploitation. C'est un moteur qui fait 550 chevaux à 6500 tours minute et qui a un couple de 630 Nm à 5000 tours minute. On arrive dans le premier virage. Sur le deuxième rapport, il y a beaucoup de coupe sur le moteur avec une pédale d'accélérateur très progressive. On a ici donc un circuit qui est assez sinueux où on a besoin de beaucoup de reprises. Grâce aux deux turbos, on a un moteur qui est très souple par rapport à ça. Maintenant, c'est une partie de la piste où l'on peut gagner beaucoup de temps avec les virages 13 et 14. C'est très dur d'avoir de la motricité ici. C'est un virage très long à gauche et ensuite le dernier qui est identique à l'intérieur à droite. Très très long. On réaccélère très tôt. Les roues arrière veulent se dérober. On a des différents choix pédales que le pilote peut sélectionner en fait sur son volant. Donc il a la possibilité d'avoir en fait 4 positions, de la plus agressive jusqu'à en fait la plus souple. Et voilà, c'était un tour sur le Hungaroring. Avant de prendre part à la course d'endurance, les pilotes se retrouvent autour de la table avec Michael Zelle et les deux ingénieurs de l'équipe pour définir la stratégie à adopter en matière de changement de pilote. Des discussions simples et pratiques, mais ô combien importantes pour le bon déroulement des changements de pilote. Également abordé, la sortie des stands et le bon timing. Cette fois-ci, ce sont les pilotes élites qui se présentent au départ de la course d'endurance. Ce sont donc eux qui marquent les points pour leur championnat. Je suis confiant, nous avons fait du bon travail en qualification. J'espère que nous pourrons changer cette mauvaise qualification en une bonne course. Le départ est donné à 15h55 précise. Le Hungaroring est la piste la plus étroite de la saison. Il faut donc rester prudent au premier virage pour ne pas être éliminé dès le début. Vittorio Ghirelli manque son envol. La faute à Stein Schotters qui ouvre la porte à ses poursuivants sur le côté droit de la piste. Pizzitola en profite pour prendre les commandes. Il est suivi par Rape et Schotthorst. Les pilotes des teams Hart, Monlo et Verschoor vont creuser l'écart tout en se livrant une belle bataille. Finalement, Stein Schotters parvient à prendre le meilleur sur ses adversaires et ne va plus lâcher la tête de course. Derrière, Bas Schotters entame sa remontée depuis la dernière ligne. Le Hollandais est en verve et trouve l'ouverture jusqu'à la 7e place. Il se retrouve alors derrière son coéquipier quelques tours avant le changement de pilote. Bas a fait un très bon départ tout en restant prudent. Il a choisi la bonne ligne à l'intérieur, il a gagné 5 places, il est 7e maintenant. Ça va être difficile quand même de dépasser. La voiture du team Zelle Racing numéro 11 est la première à s'arrêter. Un changement de pilote qui s'effectue sans encombre et c'est Philippe Asbrook qui repart au volant de la RS01. Le changement de l'équipage Ghirelli-Bourgois est beaucoup plus laborieux. Il perd plus de 30 secondes dans l'affaire et rétrograde de la 6e à la 10e place.
Dario Capitano va mettre la pression à l'Espagnol, mais en vain. Il est même attaqué par son propre coéquipier Nicolo Naglio qui part à la faute et se voit éjecté du top 3. Richard Gonda et André Pizzitola trustent les podiums en ce début de saison et montent sur la 3e marche. Du côté du Zélé Racing, Philippe Bourgois et Philippe Hasbrook n'ont rien pu faire face à leurs adversaires. Et bien qu'en constante amélioration au niveau de leur temps, ils doivent se contenter respectivement des 10e et 9e places. Je suis plutôt confiant, la vitesse devrait être bonne, la voiture est prête, Vittorio est très motivé, j'espère que ça se passera bien. Le dernier départ du week-end est donné, Stijn Schotters de l'équipe Verschoor ne commet pas la même erreur que lors de la course d'endurance et il parvient à garder l'avantage. Vittorio Ghirelli se laisse surprendre par Roy Geerts et Wolfgang Reip mais reprend immédiatement la 3e place. Il n'est pas au bout de ses peines puisque Wolfgang Reip se fait de plus en plus pressant. Mais le pilote mono-compétitionne est rejoint par Andrea Pizzitola. Les deux pilotes se neutralisent l'un et l'autre, ce qui permet à Vittorio Ghirelli de creuser un léger écart. Devant, la course se déroule sans encombre, Roy Geerts est esselé en 2e position, alors que Stijn Schotters, ici en embarqué, mène la course de main de maître. Le départ de Bas Schotters n'a pas été aussi brillant que la veille, le Hollandais est englué en fin de peloton. Schotters a beau attaquer ses adversaires, rien n'y fait. Dans l'avant-dernier tour, il tente le tout pour le tout et touche, une erreur qui lui coûte cher puisqu'il rétrograde à la dernière place. Encore une fois, c'est Vittorio Ghirelli qui offre la meilleure performance en course à l'équipe Zélé Racing. Il termine 3e. On est content d'être sur le podium à la 3e place, c'est une bonne fin de week-end. Au championnat, Schotters conforte un peu plus son avance. Derrière, Reip et Pizzitola ne sont séparés que par 2 petits points. Bonjour à tous, je m'appelle Giorgio Testa, je suis le team manager d'Oregon Team. Nous sommes à Silverstone en Angleterre. Bienvenue dans notre équipe Oregon Team pour tout le week-end. Oregon Team, c'est l'équipe des pirates du paddock. Les 3 voitures engagées sur chaque meeting jouent régulièrement aux avant-postes. Une chose est sûre, il est difficile, voire impossible de manquer les autos roses, jaunes et vertes de l'équipe Transalpine. Les équipages viennent de différents horizons mais sont parfaitement homogènes. Sur la 6, Luciano Bacchetta et Nicolo Naglio font figure de proue pour leurs coéquipiers de la 8, les 2 jeunes Italiens David Fuminali et Dario Capitano. La 7 des Brésiliens Alan Elmeister et Adalberto Battista complète parfaitement Oregon Team. Au championnat, les pilotes de la 6 ont connu des fortunes diverses depuis le début de la saison. Avant le meeting de Silverstone, Nicolo Naglio est 8e du classement Prestige. L'Italien doit absolument rattraper son résultat vierge de Hongrie s'il veut encore avoir des ambitions pour le classement final. Luciano Bacchetta occupe la 6e place en championnat élite. Il doit marquer de gros points pour se remettre en course pour le titre. Dans la 8, David Fuminali espère inscrire ses premiers points ce week-end. Dario Capitano, 3e du général en prestige, il veut se battre pour la tête du classement. Et bien voilà, on y est. Silverstone, sous les nuages. Pascal Hérault de Renault Sport Technologies sera notre ingénieur du jour et nous expliquera tous les secrets de RS01 sur ce sujet. On arrive en 4e vitesse, on se dirige vers le virage de Copse, on freine tard, vous pouvez freiner tard et vous vous jetez dans Copse, laissez la voiture s'extirper du virage. Wow, grâce à un effet de sol très poussé développé en CFD, donc beaucoup d'appui sur la voiture qui permettent de passer le virage numéro 1 à très haute vitesse. Beaucoup de choses se passent en dessous de la voiture, le diffuseur et le splitter. C'est la hauteur de caisse qui va réguler l'air qui passe sous la voiture et donc l'effet de sol et donc l'effort sur la voiture.
dirige vers l'enchaînement mythique. Maggots, Beckett, Chapelle. C'est hallucinant, cette voiture a tellement de grip aéro, ça n'a rien à voir avec une GT3. Vous entrez dans le virage et vous sentez les jets qui vous collent au bec et c'est fantastique. On descend quelques rapports pour aborder le virage de Stowe. Oh, la performance de cette voiture, pour moi je n'ai jamais rien connu de mieux, que ce soit un proto au Mans ou dans une auto de DTM. C'est parti pour la première course du week-end, la course d'endurance, 70 minutes plus un tour. Les pilotes Prestige et les pilotes Elite vont se partager le volant et c'est Nicolo Naglio qui a signé le meilleur temps et s'élancera en pole position. Une première ligne d'ailleurs entièrement Oregon puisque à côté on retrouve Dario Capitano. Et Naglio qui prend un excellent envol, imité par Capitano, qui lui a réussi à devancer la voiture de Tony Fornet pour le moment. Derrière, Max Brahms qui est à l'attaque sur son coéquipier Constantini. Il va même aller jusque dans l'herbe pour essayer de le doubler. Et là, Constantini, malheureusement, avec sa voiture au ralenti, avec une température d'eau qui est un petit peu montée, on se prépare déjà pour les changements de pilote. On a vu Luciano Baqueta qui était prêt. On a vu également Elmeister qui attend le retour de Battista. Et Naglio qui a fait un début de course vraiment impeccable, s'apprête à céder son baquet à Luciano Baqueta. Voilà, il immobilise sa voiture. L'Italien sort et le pilote britannique va prendre sa place. Tout roule pour l'équipe Oregon Team pour le moment. On était parti de la pole position, on a mené la course pour le moment pendant les 30 premières minutes. Allez, après les arrêts au stand, on a toujours le même leader, la 6 de Baqueta. Très bon boulot de la part d'Oregon Team qui a réussi à conserver la voiture en tête. Et du côté du V8 Racing, on continue de se battre entre coéquipiers. Et cette fois-ci, c'est Pastorelli qui essaie de s'attaquer à Geertz. On a vraiment une lutte sympa entre ces deux voitures. Regardez, on ne se fait aucun cadeau. On est côte à côte. Oh, ça va large. On va au contact même carrément. Et Geertz qui passe devant Pastorelli. Alors que du côté de chez Oregon, on commence à sourire. Parce que regardez, Luciano Baqueta qui est en train d'arriver et de franchir la ligne d'arrivée avec une victoire pour la RS01 numéro 6 d'Oregon Team. Et ils font même mieux que ça puisqu'on fait 1 et 2 pour l'équipe Oregon ici sur le circuit de Silverstone. Bonjour, je suis David Simon, le team manager de l'équipe Monlo Competition. Je vous invite à rejoindre notre équipe pour ce week-end de course. Allez, venez dans les stands avec moi. L'équipe espagnole Monlo Competition vient d'un univers bien différent que la plupart des équipes engagées en Renault Sport Trophy. Monlo a plus l'habitude de la compétition sur 2 roues. Acteur en Moto 3, Moto 2 et Moto GP, l'équipe ibérique possède une autre mission dans son pays. Monlo Competition Technical School, c'est plus qu'une équipe de course. Nous enseignons à de jeunes pilotes en sport mécanique, aussi bien en moto qu'en auto. Nous formons aussi des mécaniciens et nous préparons aussi des ingénieurs. Au Nürburgring, ce sont 2 nouveaux pilotes qui se partageront le baquet de l'auto de Monlo. Dans cette course, nous aurons Eric Trémoulet que nous connaissons bien depuis ses années en Clio Cup. Nous aurons aussi Michela Ceruti qui fait une très belle carrière. Nous allons essayer de les aider au mieux pour être performants pour les courses de ce week-end.
tour de folie sur la RS01. Oh là là, ça pousse, c'est un truc de fou. Les freins, c'est complètement redoutable. On sent vraiment la puissance du moteur. Ça freine, ça s'arrête vraiment très très fort. On sent vraiment que la voiture est collée au sol. Là, on est dans une zone où on est limité à 250 km/h. On vient talonner un petit peu sur les axes de freinage. Je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient être à ma place à ce moment-là. Le moteur est vraiment très linéaire. J'ai vraiment l'impression de ne pas connaître cette piste, que pourtant j'ai quand même fait des centaines de tours sur cette piste, voire des milliers de tours. J'ai vraiment l'impression de redécouvrir un circuit, c'est incroyable. Les freins carbone sont vraiment redoutables, ça s'arrête vraiment très très fort. On a un super feeling au niveau de la pédale de frein. C'est parti pour la première course du week-end. En plus des meilleurs moments de la course, nous vous ferons vivre de l'intérieur la course de Cerutti et Trémoulet. C'est Michela qui prendra le départ de la course d'endurance en s'élançant en 12e position. L'Italienne a du boulot pour mettre l'auto dans de bonnes dispositions pour son coéquipier. La grande question que tout le monde se pose, la pluie va-t-elle s'abattre sur le Nürburgring ? Tour de formation de cette première course du week-end, 70 minutes plus un tour. C'est Roy Gertz qui s'élance en pole position et excellent départ de la part du pilote belge. On est à bord de la voiture d'Andrea Pizzitola en 3e position au premier virage. Et il essaye bien entendu d'attaquer tout de suite Fumanelli à bord de la voiture d'Oregon Team. Il se place à l'intérieur, Pizzitola, est-ce qu'il va réussir à passer sur le pilote italien? Wow! Contact entre les deux voitures. C'est chaud, hein. D'entrée, on vous le rappelle, dans une course d'endurance de 70 minutes. Et là on se retrouve à bord de la voiture de Michela Cerutti. Ouais, elle a beaucoup amélioré son deuxième secteur. On lui demande d'attaquer pour améliorer le deuxième. Et c'est déjà les ravitaillements. Eric Trémoulet va pouvoir prendre le volant de la voiture. Il est en 10e position lorsque Cerutti lui passe le volant. Voilà, il faut démarrer le moteur. 2, 1, go! You can get 2 positions. Keep pushing. Well done. Ouais, l'équipe qui indique à Eric Trémoulet qu'il peut gagner 2 places. Il va essayer de se débarrasser de Coimbra. C'est fait. Eric Trémoulet est maintenant en 6e position. Well done. You are catching the guy in front. Keep on going. Il semblerait quand même que Brahms va réussir à contenir le retour du pilote italien. Et regardez qui est en 4e position. C'est Eric Trémoulet qui a fait une superbe course, qui a parfaitement suppléé Michela Cerutti. Regardez, à l'amorce du dernier tour, Capitano qui tente une dernière attaque sur Brahms, qui se laisse dédoubler, qui croise et qui reprend la tête de la course. Très belle manœuvre de la part du pilote hollandais. On commence à y croire du côté de V8 Racing et c'est fait. Victoire pour Roy Gertz et Max Brahms. Ouais, les félicitations de l'équipe Monlo pour Eric Trémoulet. Mais les vainqueurs ce sont eux, Roy Gertz et Max Brahms devant Fumanelli et Capitano, Pizzitola Gonda 3e et Cerutti Trémoulet 4e.
Bonjour, je suis Thibaut Demerindol, team principal du Hard Junior Team. Bienvenue au Mans, je vous invite à suivre le week-end avec nous au sein de notre équipe. Frédéric Vasseur a créé son équipe Hard Grand Prix des Cendres de ASM au début des années 2000. L'équipe française a permis à des grands noms du sport actuel d'éclore au plus haut niveau. Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Romain Grosjean, Jules Bianchi. Impliqués dans les plus grandes disciplines du GP2 et DTM, Hard Grand Prix possède une entité dédiée à la Formule Renault 2.0 et le Renault Sport Trophy, Hard Junior Team. On a essayé de faire des équipages les plus performants possibles, donc oui, l'expérience à haut niveau en monoplace d'Andrea et également l'expérience de Richard en monoplace dans d'autres catégories nous permet d'avoir un équipage homogène et très performant. Indy, qui roule également en grand tourisme, mais qui vient de la Formule 3 allemande, qui a été meilleur rookie de la Formule 3 allemande il y a 2 ans. Et Tony qui est la grande surprise pour moi dans l'équipe parce que qui est voilà, un vrai gentleman depuis 40 ans et qui roule, qui est l'un des plus rapides de sa génération aujourd'hui sur le plateau. Vous l'avez compris, Hard Junior Team est une équipe performante qui va vivre un week-end crucial ce week-end au Mans. Sébastien Buemi, champion du monde en titre en FIA WEC, nous embarque pour un tour du circuit Bugatti. Bonjour à tous, donc là on est sur la ligne droite des stands de la piste des 24 heures du Mans, le circuit le Bugatti. Donc là le premier virage qui est d'habitude pas vraiment un virage, mais la voiture est très stable, ici même comparé à la voiture que je connais en 24 heures du Mans. Voiture très stable dans le premier virage, mais dans la chicane Dunlop, là il faut vraiment ralentir, accélérer, prendre les vibreurs. On a eu 2 critères pour concevoir cette voiture, la rigidité pour avoir une tenue exceptionnelle par rapport aux contraintes qu'on voulait sur la voiture qui sont liées à la vitesse et une énorme charge aéro. Et en plus, on a voulu aussi une sécurité passive de très haut niveau. On s'est axé sur le règlement LMP1 2014 avec les cadres de charge sur latéral, sur l'arceau principal et aussi sur les pénétrations arrière et avant. On a aussi un crash box avant et un crash box arrière qui sont pour les réglementations LMP1 2014. Donc là, un virage relativement serré, mais pas mal de grip. On sent quand même l'appui aérodynamique sur cette voiture. Un petit peu similaire à ce qu'on peut ressentir dans une LMP1, avec la voiture un peu moins puissante. Maintenant, on arrive dans un des virages le plus long du circuit, en 2e vitesse. Là, c'est important de nouveau de bien utiliser toute la piste jusqu'à la sortie, là, aller sur le vibreur. Maintenant, on arrive dans un virage très serré, en 5e vitesse, on met la 2. Donc là, c'est important d'avoir une voiture très directionnelle à basse vitesse. Le traction control relativement ouvert, on le voit utiliser toute la piste. Voilà, il fallait que je m'habitue un petit peu à l'ABS. Je ne suis pas encore vraiment habitué à ce système-là qu'on a sur cette voiture. C'est un système qu'on n'a pas en LMP1. Et la voiture bouge pas mal en sortie, ce qui prouve qu'il y a quand même pas mal de puissance. Et là, voilà le dernier virage de circuit des 24 heures où il faut utiliser la puissance, les bordures pour terminer le tour et prendre le plus de vitesse possible. La course d'endurance de ce week-end sartois pourrait voir le titre de la catégorie distribué. Fumanelli et Capitano peuvent partir avec la couronne en poche en cas de bons résultats lors de cette manche. Avantage Gonda Pizzitola qui s'élance de la pole position. Drapeau vert pour la première course du week-end sur le circuit Bugatti. Et Richard Gonda qui s'élance parfaitement bien. On est à bord de la voiture de Tony Forné. On arrive à la chicane Dunlop. On sait que c'est important ce premier freinage. Oh, attention là, ça bloque les roues. Contact à l'avant. Oh, Nicolo Nalio qui est allé percuter son coéquipier. Et Tony Forné aussi qui a pas mal de problèmes. Ouais, on lui demande à la radio ce qui s'est passé et malheureusement, ouais, il y a eu pas mal de grabuge devant lui, il n'a pas pu éviter le contact et c'est fini déjà pour Tony Forné. Richard Gonda, le leader, qui lui par contre ne souffre d'aucun problème pour le moment, il vient de signer le meilleur tour en course en 1:35:219. Et on se prépare déjà pour les arrêts au stand. Andrea Pizzitola qui attend l'arrivée de son coéquipier qui lui donne la voiture en tête.
Impeccable arrêt au stand pour l'équipe Art Junior Team et Pizzitola qui peut repartir. On va bien entendu tenter de repartir. On s'approche de la fin de la course et Pizzitola toujours en tête pour le moment, qui va aller chercher cette victoire. Première victoire de la saison pour l'équipe numéro 2. Andrea, super. Bien joué. Très belle victoire de l'équipe Art Junior Team. Mais après la course, le directeur de course va prendre la décision de déclasser la voiture de Schotters et Van Spluteren parce qu'il y avait moins de 3 litres d'essence dans le réservoir. Fumami Capitano qui termine deuxième sont donc déclarés champions de cette première saison de Race 01 dans la catégorie Endurance. La course Prestige se prépare, Richard Gonda doit surfer sur la réussite de la course d'endurance. Le titre est encore jouable en ce qui le concerne, il doit par tous les moyens garder Dario Capitano derrière lui. Il doit profiter de sa pole position pour conserver l'avantage. Fin du tour de formation, on est à bord de la voiture de Richard Gonda. Les feux rouges vont s'éteindre et c'est parti pour cette course de 25 minutes plus un tour. Capitano se porte tout de suite aux côtés de Richard Gonda. Oh, contact entre les deux voitures, on l'a vu. Les pneus se sont touchés. Et c'est Dario Capitano qui s'empare de la tête de la course. Richard Gonda, deuxième. On se retrouve en tête de la course où Richard Gonda n'a absolument pas lâché par rapport à Capitano. Il va essayer de trouver l'ouverture, bien entendu, pour aller chercher cette victoire qui est indispensable s'il veut conserver des chances pour le titre. Car si Capitano s'impose, il sera titré. Allez. Oui, Gonda qui dit qu'il peut absolument rien faire en ligne droite. Il se fait complètement lâcher par Capitano. Et on est dans les derniers virages de cette course Prestige sur le circuit Bugatti. Et Dario Capitano qui va chercher la victoire, qui est signe de titre pour le pilote italien. Eh bien ça fait 2 titres pour Oregon Team ce week-end. Sur le circuit Bugatti, on revoit le classement de cette course. Capitano, Gonda, Brahms, Sichthoff. Dernière course du week-end, Andrea Pizzitola va s'élancer de la 7ème place de la grille de départ. Le jeune français est sous pression, ses plus proches adversaires pour le titre s'élancent loin devant lui. Deuxième pour le leader du championnat, Stein Schotters, et la pole position pour David Fumanelli. La course élite s'annonce électrique. Là on suit en 3ème position Stein Schotters qui se fait attaquer par son frère Pieter. Oh mais qu'est-ce qui se passe pour Schotters? Ouais, des problèmes. Et regardez Pizzitola qui en profite. Il double 2 voitures d'un coup. Et du coup Pizzitola est propulsé en 4ème position. David Fumanelli qui s'impose dans cette course. Allez Andrea, on a 2 points d'avance au championnat maintenant. On a 2 points d'avance au championnat français. Bravo. Salut, je suis Franz Verschure, propriétaire de l'équipe Verschure. Nous essayons d'obtenir le titre ce week-end. Suivez-nous pour savoir si on y parviendra ou pas. À la veille des 2 dernières courses de la saison à Jerez, la bataille pour le titre élite atteint des sommets. Stein Schotters de l'équipe Verschure mène la danse de 8 points devant le pilote Art Junior Team Andrea Pizzitola. Qui des deux sera le premier lauréat du Renault Sport Trophy Elite? Rencontre avec Andrea Pizzitola et Stein Schotters. Je me sens un peu plus nerveux que d'habitude, mais je pense que ça m'aide à me concentrer, à donner le meilleur de moi-même. Je ressens plus de tension, oui, je sais que je dois gagner, j'y pense de plus en plus, mais en arrivant à la course, pour être honnête,
C'est comme n'importe quel autre meeting. Je dois faire le boulot, de bonnes qualifs, de bonnes courses. Et pour le moment, tout se passe bien. Je vais gagner les championnats. J'aimerais, je vais... Ah, on ne sait jamais. Mais je veux gagner le championnat. Pour la course d'endurance, la météo reste plus qu'incertaine à quelques minutes du départ. Les élites s'élancent les premiers et marquent des points pour leur championnat. Cette course est donc primordiale pour Schotters et Pizzitola dans la lutte pour le titre. Chez Verschoor, on s'interroge quant à la monte de pneus avec laquelle partir pour ce premier relais d'environ 35 minutes. Arrivé sur la grille de départ, la pluie commence à tomber, le choix est fait, Stein Schotters opte pour les pneus pluie, tout comme son adversaire Andrea Pizzitola. Au départ, Andrea Pizzitola surgit de la 5e place pour se retrouver rapidement dans le sillage de Schotters après avoir doublé Panciatici et Pastorelli. Jusqu'ici, Fumanelli parvient à conserver son leadership. Mais pas pour longtemps. Au terme du premier tour, le Français du Hart Junior Team s'engouffre dans la brèche. Double Schotters et Fumanelli au freinage du bout de la ligne droite. Il récupère ainsi la tête de la course. Stein Schotters limite et double Fumanelli. Pizzitola Schotters, la bataille est lancée aux avant-postes. Les pilotes évoluent maintenant sur une piste séchante avec des pneus pluie qui se dégradent rapidement, mais cela n'empêche pas le leader de creuser un bel écart sur Schotters. La fenêtre des changements de pilote est ouverte, Pizzitola rentre au stand et engrange ainsi les 25 points de la victoire, laissant le volant à Richard Gonda. C'est au tour de Stein Schotters de prendre la voie des stands, mais pas de changement de pilote pour la voiture numéro 10 qui rentre directement dans le box. Est-ce que la voiture est OK pour demain ? Ouais, aucun souci avec la voiture. On a juste décidé de la préserver parce que dans le championnat endurance, on ne joue plus rien. Il n'y a rien à gagner après l'arrivée virtuelle d'aujourd'hui. Nous ne voulons prendre aucun risque pour la course de demain. À ce stade de la compétition, 25 minutes plus un tour séparent Stein Schotters et Andrea Pizzitola d'un titre élite en Renault Sport Trophy. Pas besoin de savants calculs pour les deux pilotes, ils sont séparés de seulement 2 points après avoir retiré leur plus mauvais résultat de la saison. L'avantage est à Stein Schotters. Encore une fois ce week-end, la météo vient semer le doute dans la stratégie à adopter. Chez Hart Junior Team, l'option pneu pluie est adoptée, alors que chez Verschoor, on s'interroge encore. Finalement, les mécanos s'activent et montent les pneus slick. Mais l'équipe hollandaise va vite regretter son choix. Dans le tour de formation, la pluie se met à tomber fort et rend la piste impraticable en slick. Le départ est donné, Schotters perd 2 places, mais le coup de théâtre vient de l'accrochage entre Pastorelli et Pizzitola. L'Italien vient harponner le Français et semble ruiner toutes ses chances pour le titre. Pourtant, Pizzitola parvient à reprendre la piste et l'entrée du safety car lui permet de rester au contact du peloton. Plusieurs pilotes en profitent pour entrer au stand et changer de pneus. Dans l'équipe Verschoor, la stratégie est différente. Stein Schotters reste en piste. Il rentre chausser les pneus pluie seulement au tour suivant. Contraint par le règlement à s'arrêter un minimum de temps pour changer ses pneumatiques, le Hollandais reprend la piste en queue de peloton. Il reste 14 minutes de course plus un tour au moment du restart. Pizzitola est devant Schotters au classement. Le Français surgit du bout de la ligne droite. Mais attention, il double Miguel Ramos avant d'avoir coupé la ligne. Malgré les risques de pénalité, il ne coupe pas son effort et remonte jusqu'à la 2e place. Stein Schotters décide de ne rien lâcher jusqu'au drapeau à damier. Il jette ses dernières forces dans la bataille et nous offre des dépassements d'anthologie. D'abord sur Panciatici et ensuite sur Van Buren pour revenir 5e. Chez Verschoor, tout le monde retient son souffle. On s'accorde encore une lueur d'espoir pour le titre. Mais les efforts du jeune pilote seront vains. Au moment de franchir la ligne d'arrivée, une pénalité de 25 secondes tombe pour Andrea Pizzitola, le sanctionnant pour son dépassement avant la ligne lors du restart de la course. Il pointe donc à la 3e place avec seulement 2 secondes d'avance sur Stein Schotters.
Grâce à ce podium, le jeune Français issu de la monoplace s'offre le titre élite du Renault Sport Trophy 2015. C'est un podium inédit auquel on assiste pour ce dernier meeting, avec Indy Dontje sur la plus haute marche du podium, suivi par Christian Klein et Andrea Pizzitola. Au championnat, le Français Pizzitola s'impose devant Stein Schotterst pour 2 points seulement. David Fumanelli complète le podium. En lançant le Renault Sport Trophy cette saison, la marque aux losanges a fait le pari d'une voiture aux performances élevées et grisantes pour n'importe quel pilote. Après avoir foulé les plus grands circuits d'Europe, pour Jean-Pascal Dos, directeur de la compétition Renault Sport Technologie, cette nouvelle formule est un réel succès. C'est un bilan vraiment positif, on est très content de cette première année. Ça a été vraiment une mise en place plutôt efficace, avec un championnat qui s'est bien déroulé. Cette auto a vraiment été développée en pensant à la fois aux pilotes gentlemen, on va dire, et aux pilotes professionnels. Et je pense qu'on a vraiment là réussi notre mission, à avoir une voiture qui soit agréable à conduire, quel que soit le niveau d'aisance au volant. C'est vraiment l'un des points très forts de notre auto, c'est son appropriation assez facile. On a eu des pilotes qui sont venus pour découvrir l'auto, ce qui est important dans une année de lancement. On a des pilotes qui ont fait toute la saison avec l'objectif de gagner ou de bien figurer. Donc là, on a vraiment ouvert cette année le panorama de façon assez large. Le président de Nismo est venu, M. Miliatani, pour remettre lui-même symboliquement une combinaison aux couleurs Nissan pour un test qui sera mené au Japon en GT500, donc en Super GT, avec une voiture officielle Nissan. Et bien sûr, on souhaite tous, sans aucune garantie, mais que ce test permette de prendre un bon contact entre le team et le pilote pour peut-être un jour aller un peu plus loin dans leur collaboration. Mais donc à ce titre, nous, on offre une préparation. Il y aura un peu de simulateur, un peu d'accompagnement pour que le pilote qui aille au Japon fasse ce test dans les meilleures conditions. Notre point fort, c'est clair, c'est l'auto, et il faut qu'on le fasse savoir, et que tous les pilotes qui ont envie de l'essayer, que ce soit dans notre championnat ou dans des courses annexes, j'espère que bientôt on pourra avoir des équipes de 4 pilotes qui s'amuseront à faire des 24 heures quelque part, et plus les gens essaieront cette auto, plus on en vendra, plus on en verra sur les championnats, parce que clairement, c'est vraiment la chose sur laquelle je ne doute absolument pas, c'est le niveau de performance qu'on apporte.